En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas eu le bon ton. Il faut avoir le ton juste. Et le ton juste, selon moi, c'est le ton quand on se parle entre égaux, qu'on se parle les yeux dans les yeux, et que l'on considère qu'il est aussi parfaitement compréhensible que des investisseurs africains souhaitent venir investir en Europe, et pas simplement une vision qui aille dans un sens. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir le sénateur Roland Legleu, sénateur des LR, les Républicains et des Français établis hors de France, et président du groupe d'amitié France-Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bey. Merci d'avoir notre invitation. On va parler avec vous du rapport que vous avez publié aux côtés de vos collègues sénateurs sur la politique française en Afrique. D'abord, comment qualifierez-vous, en un mot, les relations actuelles entre la France et l'Afrique? Elles sont à réinventer. Sont à réinventer. Très bien. Et je pense qu'il y a une actualité qui a marqué un peu ces relations franco-africaines, c'est le retrait des bases militaires en Afrique. Dans votre rapport, vous parlez d'une réforme dépassée par les événements, mal négociée avec les partenaires. Sérieusement, la mission de Jean-Marie Bockel a été un échec. Non, mais le Jean-Marie Bockel, qui est un fin connaisseur du continent africain dans sa diversité. Une des erreurs qui a parfois été faite par la France, c'est de parler de l'Afrique. En réalité, il y a une multitude de pays, 54 pays, une Afrique francophone, une Afrique anglophone, une Afrique lusophone. En réalité, la diversité du continent africain exige de la France de revoir son logiciel, de ne pas simplement regarder l'Afrique sous le prisme d'une Afrique de l'Ouest francophone, mais de regarder l'Afrique dans tous ses états, c'est le titre de notre rapport, dans sa complexité. Et ce qui s'est passé, vous l'avez dit, c'est que les trois juntes sahéliennes du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont dans un premier temps exigé le départ des troupes françaises. Puis, au mois de décembre, eh bien, c'est le président Faye au Sénégal qui a appelé la France à fermer ses emprises militaires, ses bases militaires. Quelques heures après seulement, eh bien, c'est le président Déby au Tchad qui en a fait de même le même jour. Et puis le président Ouattara, lors de ses vœux aux Ivoiriens pour la nouvelle année, en a fait de même. Résultat, aujourd'hui, la France est présente à Djibouti, elle est présente au Gabon, mais il est vrai que le bilan, c'est une demande de retrait presque globale de la présence militaire française sur le continent africain. Et donc, ça interroge sur à la fois l'image de la France sur le continent et sur l'avenir de ces emprises. Quand vous parlez d'une réforme mal négociée avec les partenaires, à qui incombe cette responsabilité des négociations? Oui, dans un premier temps, ce qui a été proposé, c'est la réduction des emprises, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon. Par exemple, au Gabon, on passe de 350 militaires à une centaine sur le camp de Gaulle de Libreville. Et finalement, cette réforme a été relativement unilatérale. C'est-à-dire qu'il a été finalement annoncé aux dirigeants des pays concernés que la France allait rendre des emprises avec un calendrier relativement unilatéral dans la mesure où c'est la France qui fixait l'agenda. Et ça, je crois que finalement, ça n'a satisfait personne. C'est-à-dire que plutôt que de véritablement entrer dans une négociation bilatérale et de trouver le rythme qui convient au pays, eh bien, la France n'a pas été suffisamment à l'écoute. On va prendre le cas du Tchad. Vous dites dans votre rapport que le revirement tchadien était assez prévisible, selon vous, car une annonce similaire était faite, préparée en réalité depuis plusieurs mois par un rapprochement avec la Russie et avec les Émirats arabes unis, mais une nouvelle fois mal anticipée par la France. Avez-vous les preuves d'un rapprochement du Tchad avec la Russie et les Émirats arabes unis? Alors, avec les Émirats arabes unis, il y a évidemment des contrats
qui ont été passés. Et par ailleurs, il y a la question de livraison de matériel militaire au Soudan, passant par le Tchad. Et donc un rapprochement effectif entre le Tchad et les Émirats, c'est un fait. Vous savez, moi j'ai demandé hier à l'ambassadeur du Tchad en France sa réaction suite à votre rapport. Il dit, je le cite, je m'inscris en faux contre cette information. J'ajoute que le Tchad est ouvert et discute avec tous ses partenaires sans exclusif dans le respect mutuel et toujours guidé par la défense de ses intérêts. Le jour où une telle éventualité se présentera, la primauté reviendra au peuple tchadien, seul juge et souverain. Donc il demande catégoriquement un rapprochement avec la Russie et les Émirats arabes unis. Ce qui est vrai, c'est que nous constatons une montée en puissance des souverainismes en Afrique et j'ai envie de dire c'est tout à fait légitime. Quand la France, sous le général de Gaulle en 1966, a fait le choix de sa souveraineté et de demander le départ des troupes militaires américaines de l'OTAN, eh bien, le général de Gaulle a affirmé la souveraineté de la France. Donc, si vous voulez, il faut regarder ça avec beaucoup de lucidité. Que les mouvements politiques qui dirigent les différents pays d'Afrique prônent leur souveraineté est tout à fait légitime. Par ailleurs, il existe un mouvement de panafricanisme qui se développe sur le continent. Oui, on en parlera tout à l'heure. Mais sur la réaction de l'ambassadeur, c'est parce que vous affirmez qu'il y a un rapprochement qui existe entre la Russie et les Émirats arabes unis, c'est qui est démenti par la diplomatie tchadienne. Donc c'est pour ça que je demandais si vous aviez, vous, des preuves concrètes pour justifier ces affirmations quand même qui sont assez graves. Oui, non, mais entre le Tchad et les Émiriens, il y a un rapprochement, il y a eu notamment des offres d'appui financier des Émirats au Tchad, et donc effectivement, c'est ce que nous écrivons dans notre rapport. L'objectif de réduction de l'empreinte n'était-il pas aujourd'hui en déphasage avec les aspirations des peuples, pas forcément des dirigeants des peuples africains, lorsqu'on voit le vent de souverainisme qui s'ouvre sur le continent? Est-ce qu'il ne fallait pas aller directement vers une fermeture des bases? Alors, il est vrai de dire qu'il est très populaire dans les différents pays concernés, pour un dirigeant africain, de prôner la fermeture des bases militaires françaises. C'est très populaire dans la mesure où il y a un changement générationnel absolument massif. Tout le monde a en tête l'enjeu démographique extraordinaire. Entre 1960 et les années 2000, la population d'Afrique subsaharienne a été multipliée par 5. Et donc il y a un changement générationnel tout à fait massive, et je crois, en tout cas c'est ce que nous disons dans notre rapport, que la France n'a pas suffisamment pris la mesure du changement de génération sur le continent africain et n'a pas su suffisamment s'adresser à la jeunesse africaine. Et donc effectivement, il était populaire pour les dirigeants d'annoncer les fermetures de bases, et donc ça doit effectivement nous interroger, notamment sur notre diplomatie. Et dans votre rapport, vous dites également que la France n'a pas tiré des leçons de Barkhane, mais avant, la France a-t-elle réellement tiré les leçons de son intervention mal préparée aux conséquences désastreuses en Libye? Alors, la Libye, c'est encore un autre sujet, mais sur Barkhane, si vous voulez, il y a eu des réussites d'opérations militaires. Oui, mais Barkhane intervient parce qu'il y a eu le terrorisme au Sahel, mais le terrorisme qui s'est développé suite à la dégradation de la Libye aussi. Donc, bon, c'est là le péché originel, vous êtes d'accord ou pas? Alors, bon, vous vous souvenez très bien de la situation à Benghazi, qui était gravissime et qui a exigé, en tout cas ça a été une décision conjointe avec plusieurs pays, de effectivement intervenir. Du président Sarkozy. Absolument, pour intervenir et empêcher un massacre à Benghazi. Donc voilà, il faut toujours se replacer évidemment dans le contexte historique, et il est toujours plus facile de faire le bilan des années plus tard évidemment qu'au moment de la décision. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde concrètement, c'était l'une des causes du développement du terrorisme dans le Sahel. Et le président Déby Père l'avait dit aussi. Alors vous dites l'une des causes. Oui. Effectivement, les causes sont toujours multiples. Les causes sont multiples, et elles viennent notamment du fait qu'il y a, par exemple, un déficit d'éducation, qui est un des enjeux majeurs. Nous avons mentionné juste avant la question démographique. Quand la population est jeune, elle a besoin d'éducation. Et donc, un des combats contre l'obscurantisme, au sens philosophique, c'est évidemment l'éducation.
Donc vous voyez, effectivement, le problème, il est multiple. Il est multiple, mais moi, j'aimerais d'abord, avant de rentrer sur Barkhane, on a mis ensemble les raisons du terrorisme au Sahel, mais bon, je pense que pour vous, ce n'est pas l'une des principales causes. C'est ça. À votre avis? Je pense que l'une des principales causes, c'est d'abord l'éducation. Je pense que quand on est bien formé, on ne tombe moins dans l'obscurantisme. La longueur de l'opération Barkhane a clairement participé à l'impopularité de cette opération au Sahel. C'est aussi l'échec de la stratégie, de l'approche 3D, comme vous dites dans votre rapport, défense, développement, diplomatie. Oui, effectivement, il ne faut pas regarder tous ces enjeux uniquement sous le prisme militaire. Nous considérons que d'un point de vue des opérations militaires, notamment Barkhane, ce sont des opérations militaires contre le terrorisme qui ont eu des réussites en termes d'opérations militaires. Seulement, à un moment, il faut aussi savoir partir. C'est une opération, rappelons-le, qui a été demandée par le Mali. C'est une demande du Mali. La France n'est intervenue qu'à la demande de ce pays africain. Et donc les réussites militaires ont été réelles, mais à un moment il faut aussi savoir passer à autre chose. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de rester éternellement. Et donc je crois que autant la première phase a été une réussite, autant le départ, et là c'est plutôt effectivement le volet diplomatique et développement qui doit prendre le relais, aurait dû être accéléré. Parce qu'il y a eu une pression de la part des militaires français sur la diplomatie française aujourd'hui? Non, je ne dirais pas ça. La diplomatie a sa propre vision et effectivement, la difficulté, ça a été de comprendre que la montée des souverainismes est une réalité africaine et d'ailleurs pas seulement africaine. Il suffit de voir par exemple aujourd'hui, que ce soit sur le continent européen ou sur le continent américain, qu'en réalité le souverainisme est une idée qui prospère ailleurs qu'en Europe, finalement, enfin ailleurs qu'en Afrique. Finalement, l'Afrique, et j'ai envie de dire, dans cette question de la montée de la souveraineté, est dans la norme des mouvements globaux que nous constatons aujourd'hui. Est-ce qu'Emmanuel Macron incarne une forme d'arrogance, de paternalisme envers les Africains? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas eu le bon ton. Il faut avoir le ton juste. Et le ton juste, selon moi, c'est le ton quand on se parle entre égaux, qu'on se parle les yeux dans les yeux, et que l'on considère qu'il est aussi parfaitement compréhensible que des investisseurs africains souhaitent venir investir en Europe, et pas simplement une vision qui aille dans un sens. Aujourd'hui, pour se parler entre égaux, il faut avoir le ton juste. Et je crois que ces dernières années, la France n'a pas suffisamment compris que l'Afrique connaissait, notamment dans certaines régions, un véritable boom économique, qu'une nouvelle classe dirigeante, une nouvelle classe moyenne émergeait, avec des perspectives économiques fortes, et qu'on devait se parler entre égaux. Et lorsqu'il dit qu'on a oublié de nous dire merci, là, ça c'est maladroit, c'est du mépris. C'est maladroit, oui. Oui, je pense que cette formule n'était pas nécessaire. Vous pointez du doigt le double standard de l'exécutif français envers les régimes militaires, même constat aussi dans l'appréciation des valeurs démocratiques sur le continent. La France-Afrique n'est donc pas terminée, monsieur. La France-Afrique, elle se termine. Je pense qu'elle était terminée dans les annonces. Depuis longtemps, on a annoncé la fin de la France-Afrique. Moi, je suis convaincu que la France-Afrique, elle est terminée et qu'aujourd'hui, on doit totalement repenser la relation entre la France et les pays africains et que cette relation, c'est une relation entre égaux. C'est une relation... Ce qui manque, vous savez, c'est le respect. La question du respect de l'interlocuteur. Et donc, avoir de la considération pour l'interlocuteur, du respect pour l'interlocuteur, ça exige de se placer dans une relation entre égaux, entre pairs, PAIR. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose que la France doit aujourd'hui reconsidérer dans son approche diplomatique et qu'il est, j'ai envie de dire, enfin temps de le faire. Monsieur le sénateur, vous êtes très optimiste, mais on constate aujourd'hui que la France-Afrique continue. Lorsqu'on encense un dirigeant militaire d'un pays, en l'occurrence le Tchad, et qu'on se fâche avec ses amis maliens et burkinabés, il y a un petit problème. Ou lorsqu'on accueille à l'Élysée le président gabonais, qui est lui-même issu aussi d'un processus non démocratique, vous voyez qu'on a l'impression que le président Macron porte en lui encore les germes d'une France-Afrique
qui n'en finit pas. Alors, sur le Gabon, il y a un processus électoral qui a lieu cette année en 2025. Le 12 avril, il y aura des élections. Il y aura des élections en 2025. Et la France se tient totalement à l'écart de tout le processus électoral, justement respectant parfaitement les voix du peuple gabonais. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, la page est déjà tournée. Vous évoquez aussi vous évoquez, la montée en puissance d'idéologie panafricaniste anti-occidentale. Moi, j'ai envie de vous dire, on sème peut-être ce qu'on on récolte ce qu'on sème. Ce n'est pas sûrement la conséquence de toutes les erreurs de la France dans le passé qui se manifestent aujourd'hui à travers la montée de ce sentiment anti-français. Alors, sur le sentiment anti-français, il y a plusieurs choses. Je pense que, à la fois, il y a l'idée que considérer l'Afrique dans sa diversité des 54 pays et surtout d'avoir cette relation respectueuse, entre égaux, c'est quelque chose qui doit enfin avoir lieu. Et c'est une des recommandations de notre rapport, c'est cette reconsidération. Et je pense que sur ces bases-là, nous pourrons bâtir à nouveau une relation de confiance. Aujourd'hui, il y a besoin de respect et de confiance. Dans le journal L'Opinion, le président algérien affirme « Le climat est délétère entre Paris et Alger. Nous perdons le temps avec le président Macron. Plus rien n'avance si ce n'est les relations commerciales. Le dialogue politique est quasiment interrompu. » Comment en sommes-nous arrivés là entre Paris et Alger, deux pays liés par l'histoire, par la culture, monsieur le sénateur? Alors, il y a évidemment plusieurs raisons, là encore, mais il est évident que la prise de position du président de la République à l'été dernier, sur la marocanité du Sahara occidental, qui est d'ailleurs parfaitement compréhensible, fait partie de l'accélération de la détérioration, effectivement, de la relation entre la France et Alger. Mais vous savez, parfois, quand deux personnes peuvent être brouillées temporairement, c'est aussi parfois de la faute des deux. Mais là, il est prêt à une reprise des discussions pour renouer un peu les liens diplomatiques. Qui doit prendre l'initiative, Paris ou Alger? Écoutez, dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même regarder les derniers événements. La façon dont cet influenceur algérien sur le sol français, qui n'a passé son temps qu'à insulter la France, et qui est un ressortissant algérien, que l'Algérie ne veut pas récupérer sur son sol. Là encore, je veux dire, il y a quand même, il faut le dire, des questions qui se posent et qui sont légitimes. Il y a aussi le cas de l'écrivain Boualem Sansal, critique du pouvoir algérien qui est incarcéré depuis mi-novembre. Le président algérien juge que ce n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. D'autres cas de binationaux n'ont pas soulevé autant de solidarité. Je le cite, c'est une affaire scrabeuse visant à mobiliser contre l'Algérie. J'ai vu que le comité de soutien de défense pour la libération de Boualem Sansal, dirigé par Arnaud Benedetti, s'était rendu au Sénat. Il y avait une photo là devant les marches du Sénat. Comment qualifiez-vous les propos du président algérien sur le cas de ce penseur franco-algérien? Alors, ce penseur franco-algérien, Boualem Sansal, est un homme malade, probablement gravement malade. Et donc, il y a aussi une considération d'humanité face à la maladie. Et donc, effectivement, la demande de libération de Boualem Sansal me semble parfaitement légitime, et je l'appuie. Dans votre rapport, vous vous inscrivez en faux contre le récit d'une bataille perdue d'avance de la France face à d'autres puissances présentes sur place. J'ai envie de vous dire, monsieur le sénateur, n'êtes-vous pas dans le déni, sincèrement, quand on voit l'opinion encore anti-français qui se manifeste? Est-ce que la France a encore sa place en Afrique aujourd'hui? Alors, oui, elle l'a dans la mesure où, de toute façon, de par la présence de communautés françaises en Afrique, une diaspora qui est très bien intégrée, si vous voulez, les relations entre les peuples, ce ne sont pas simplement les relations entre chefs d'État. Il y a des relations qui sont des relations finalement culturelles, qu'on appelle parfois la diplomatie culturelle et d'influence. Et puis tous ces Français, je pense à des Français par exemple, je pense à un Français qui est directeur d'école au Togo par exemple. Ce sont des Français qui aiment l'Afrique, qui l'aiment sincèrement, parfois d'ailleurs dans des couples binationaux.
Et leurs enfants, qui sont franco-togolais, franco-ivoiriens, naissent de ces unions. Il y a, si vous voulez, une relation qui est ancienne, et il y a tous ces Français qui vivent en Afrique qui l'aiment profondément. Et donc, il faut aussi s'appuyer sur la société civile. Ce ne sont pas que des relations entre États, c'est aussi une société civile qui structure cette relation. Ce sont les chefs d'État qui décident en dernier. Ce sont les chefs d'État qui ont le pouvoir des décisions. Donc, la société civile peut proposer, mais les chefs d'État aussi ont le pouvoir des décisions. Donc, c'est peut-être là le problème aujourd'hui. Non, pas seulement. Par exemple, dans le milieu des affaires ou dans les milieux culturels, les initiatives qui sont prises par des Français qui vivent en Afrique, qui parfois sont des binationaux eux-mêmes, qui, comme je vous le disais, sont en couple et ont des enfants binationaux qui grandissent dans la double culture. Eh bien, toute cette société civile-là, elle entreprend, elle fait des affaires, elle s'investit dans le milieu culturel. C'est aussi ça, la relation entre la France et l'Afrique. Il y a aussi la question de la politique des visas que vous évoquez dans votre rapport. Mais quand on voit, Monsieur le sénateur, ici dans l'Hexagone, les discours sur l'immigration, souvent avec des relents assez forts, assez dégradants, mais j'ai envie de dire, sur la question de l'immigration, est-ce que ça ne participe pas aussi à affaiblir le soft power français sur le continent? Alors, nous parlons effectivement de la question des visas, qui est importante et qui est soulevée régulièrement lors de nos déplacements, et nous prenons la doctrine du rapport Hermelin, qui explique qu'il doit y avoir un traitement très attentif à la question des visas. Et notamment, je vais vous prendre un exemple concret, un entrepreneur africain qui veut participer à un salon professionnel à Paris et qui ne se voit pas remettre rapidement un visa. Ça, c'est une difficulté du point de vue administratif que l'on peut évidemment lever. Ça crée des frustrations. Il faut lever ce type de difficultés. Et donc, nous prônons notamment d'avoir un traitement très approprié qui nécessite finalement à la fois la vitesse de traitement des dossiers. Ça aussi, c'est une demande, de ne pas avoir systématiquement à attendre un temps infini pour avoir sa réponse sur la demande de visa. Et donc, c'est ce que nous prônons, notamment de s'appuyer sur le rapport Hermelin. Est-ce que ce rapport a été transmis à l'Élysée? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, vous parlez du rapport Hermelin ou du rapport non, du Sénat? votre rapport. Oui, absolument, bien sûr. Et quelle était la réaction du président lorsqu'il a vu? Alors, je ne sais pas encore. Je n'ai pas eu... vous savez, on l'a adopté mercredi dernier. Oui, justement. Donc, je n'ai pas encore ce truc. Pour terminer, quelles sont les trois peut-être solutions, quelles sont les pistes de réforme pour renouer le lien entre l'Afrique et la France aujourd'hui? Selon moi, la priorité, elle est dans le dialogue que nous devons avoir avec l'Afrique et regarder l'Afrique dans tous ses états, c'est ce que nous prenons, c'est-à-dire à la fois dans sa diversité et dans ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui, pas dans l'Afrique d'hier. L'Afrique d'aujourd'hui, le dialogue doit être un dialogue de respect, un dialogue entre égaux, un dialogue avec des interlocuteurs que nous devons regarder avec admiration dans la gestion notamment des enjeux liés à la démographie. Il doit y avoir de l'admiration pour des dirigeants des sociétés civiles qui doivent gérer une démographie qui en fait transforme la société. Et donc quand un pays est face à de tels défis, il faut le regarder avec cette forme d'admiration, de respect et mutuel. Et donc je pense que c'est à partir de là que nous pouvons reconstruire un dialogue respectueux entre égaux. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je rappelle que vous êtes sénateur des Républicains des Français établis hors de France, président du groupe d'amitié France-Cameroun. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Portez-vous bien, bonne soirée et à demain.